Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Sophie Morin, sexologue. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Je vous ai demandé des questions sur Insta Story. Puis la première question que je pense qui revient le plus, c'est quoi une sexologue? C'est quoi son rôle? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une sexologue, en fait, il y a plusieurs types de sexologues. Il y a plusieurs parcours possibles. Il y a les gens qui vont compléter le bac, il y a les gens qui vont compléter une maîtrise. Et puis là, il y a différents champs, en fait, avec la maîtrise. Il y a même des gens qui vont faire le doctorat, ce qui est assez nouveau aussi, là, à Montréal. Mais le doctorat, ça date depuis 2012. Donc quand même. Récent, oui, c'était après que je suis allée en sexo. Ça a été vraiment long. Fait que maintenant, il y a des chercheurs qui ont un doctorat en sexologie, fait que c'est cool. On peut être bachelier ou bachelière en sexologie, donc c'est un bac de 3 ans. Les gens qui vont faire le bac, on peut travailler dans vraiment... Moi, j'ai fait mon bac, j'ai fini en 2006, puis je suis retournée faire ma maîtrise clinique. Là, je vais vous expliquer un peu mon parcours en même temps, parce que c'est pas le même travail nécessairement qu'on va faire. C'est ça. Quand on sort avec le bac, moi, j'ai travaillé dans le milieu communautaire, il y en a qui vont travailler dans le milieu au public, il y en a qui vont travailler au privé, il y en a qui vont travailler dans les écoles. La seule chose, c'est que ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec le bac en sexo. C'est super diversifié. Moi, j'ai travaillé en agression sexuelle, en violence conjugale. Il y en a qui travaillent dans les centres pour femmes avec les hommes. Il y en a qui vont travailler en santé mentale. Donc, notre expertise est vraiment riche d'arriver dans une équipe. Moi, par rapport à mon parcours, je trouvais pas ça évident de sortir à Montréal avec mon bac, me faire engager parce que, tu sais, il y a une grosse concentration. Il y a aussi beaucoup d'organismes. Mais moi, j'ai fait le choix de retourner en Beauce. Ah oui, c'est vrai, je viens de la Beauce. Parce que c'était un poste en agression sexuelle où je trouvais que c'était important pour moi de travailler dans mon domaine. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de m'éloigner pour pouvoir me faire l'expérience, avoir un CV puis pouvoir revenir après. Donc, j'ai décidé de retourner faire ma maîtrise en clinique, en fait, pour pouvoir faire de la psychothérapie. Donc, ça, c'est... c'est une chose à savoir, ça, que dans le fond, tu peux pas être psychothérapeute, là, sexologue, si tu as juste un bac. C'est qu'en fait, quand on fait de la psychothérapie, et moi je suis sexologue et psychothérapeute, donc quand je fais de la psychothérapie, en fait, c'est que j'accompagne la personne par rapport à ce qu'elle vit comme souffrance, mais j'essaie de voir avec la personne jusqu'où vont les racines de cette souffrance-là. Tu sais, oui, il y a un trouble sexuel ou des difficultés sexuelles ou relationnelles, mais ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose qui remonte à plus loin? Tu sais, des dynamiques qui reviennent tout le temps, mettons, mais quand ça se fait que je tombe toujours sur des gars de même, des filles de même, ben, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose dans la dynamique où il y a quelque chose qui m'appartient. Donc, on essaye de plus départager qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, puis de quelle façon je peux amener des changements par rapport à moi, par rapport à ma vie, qui vont être durables. L'outil d'amener des changements profonds, tu sais, c'est quand même, je vais dire comme ça, jouer dans la tête des gens, là. On veut qu'il y ait une certaine connaissance, une certaine expertise pour pas arriver puis faire n'importe quoi, parce que bon, on a vu tout ça d'horreur. Ça pourrait blesser peut-être plus la personne encore. Exactement. L'idée, c'est de pas nuire. C'est le premier principe. C'est le précepte en santé, là, de pas nuire aux gens, donc d'avoir des connaissances suffisantes. Donc, les gens qui vont être psychothérapeutes vont avoir en sexo une maîtrise clinique, mais il y en a aussi qui viennent du travail social, il y en a qui vont venir en ergothérapie, il y a des infirmiers, infirmières, qui vont faire de la psychothérapie dans leur champ spécifique d'expertise. Moi, mon parcours, c'est celui-là. Il y en a qui continuent, comme je disais, en recherche. Donc, souvent, ils vont faire la maîtrise en recherche et intervention, puis ils vont poursuivre au doctorat en recherche. Ça ressemble à quoi quand les gens vont te voir pour une session de psychothérapie, maintenant? OK. Donc, comme moi, je fais de la psychothérapie puis que mon objectif, c'est d'accompagner les gens dans un changement qui va être durable, la première chose que je vais faire, c'est un peu une évaluation de la situation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez de venir en psychothérapie? Que ce soit seul, que ce soit en couple. Il y a des gens, il n'y a pas un bon et un mauvais parcours. Là, ça dépend toujours de qu'est-ce que c'est le défi à relever. Donc, je vais faire un peu... le tour de la situation avec la personne, qu'est-ce qui est souffrant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé récemment, y a-t-il des éléments déclencheurs? Déjà, c'est bien que la personne se rende compte qu'il y a un problème. C'est un petit pas en avant. Bien, effectivement, tu sais, des fois, juste le fait de prendre le téléphone puis d'appeler, c'est déjà qu'il y a un processus de changement qui est en place. Tu sais, les gens peuvent souffrir longtemps. Là, en couple, là, je pense que c'est 5 ou 6 ans que les gens vont vivre un problème avant d'aller en thérapie conjugale sexuelle. Donc, c'est pas mal. Ça t'arrive-tu que tu dois référer le patient à un autre spécialiste ou... Oui, ça peut arriver que je réfère. Ce que je fais plus souvent, c'est travailler en collaboration. Justement, quand c'est des troubles sexuels, par exemple des douleurs sexuelles, ben on va faire une évaluation médicale. Oui, c'est ça. Quelque chose qui, vraiment, là, il y a un trouble, une pathophysiologie, donc on va dire le fonctionnement
pas inadéquat, mais il y a quelque chose qui fonctionne Ouais, pas alors, bien. ton corps est... C'est ça. Il y a beaucoup, surtout quand on parle des femmes se feront souvent dire que c'est dans leur tête. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait dire ça, puis on découvre de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de recherches sur la sexualité des femmes, qu'il y a aussi beaucoup un aspect physiologique, des fois, là, qui est à prendre en considération, puis qu'il y a quelque chose au niveau physiologique. Ouais. Fait que je vais travailler en collaboration avec des médecins. Des fois, par exemple, moi, je travaille pas en délinquance sexuelle, donc des gens qui ont eu des gestes d'agression sexuelle. Moi, c'est des gens que je vais pas suivre. J'ai pas développé cette expertise-là, donc je vais référer. Des fois, dans des situations, par exemple, avec une déficience intellectuelle, là, aujourd'hui, j'ai une demande, mais la personne avait une déficience intellectuelle un peu plus lourde. Ouais. Là, ben, c'est une autre façon de travailler aussi, donc je vais référer à des gens qui vont avoir cette spécificité-là. L'évaluation, ça se fait habituellement en 2-3 rencontres, donc on fait l'histoire actuelle, mais on fait l'histoire de vie aussi. Comment vous avez appris ça, la sexualité? Comment on en parlait? Comment on n'en parlait pas dans votre milieu familial? C'était quoi les gens qui avaient une sexualité autour de vous? Comment on en parlait? C'était-tu valorisé? C'était-tu démonisé? Donc, l'éducation sexuelle est tellement différente là, d'une personne à une autre parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas nulle part maintenant, même au secondaire, ça n'existe plus, les cours d'éducation sexuelle. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'on dit, c'est une chose, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est très important aussi dans ce que j'ai intégré comme information sur la sexualité. Si on n'en parlait jamais, c'est une information à soi. Donc, les gens vont avoir appris par observation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont observé? Qu'est-ce qui était important pour eux? Puis ensuite, on fixe des objectifs. Donc, à quoi? Tu sais, vous allez venir là en thérapie, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant on travaille sur quoi? On vise à atteindre quoi? Fait qu'on fixe des objectifs. Puis ensuite, ben, on poursuit les rencontres jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, jusqu'à ce qu'on décide de formuler des nouveaux objectifs. Donc là, c'est très variable là, selon avec quelle demande la personne est arrivée, quel souhait. Puis il y a des gens aussi qui vont arrêter parce que ça ne cliquera pas avec le thérapeute ou la thérapeute. C'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose... C'est important de le nommer parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais cette personne-là, je me sens pas bien, puis je me sens pas à l'aise. » Donc, c'est bien correct. Si vous ne vous ça sentez pas bien. Mais oui, on peut pas... Et c'est bien correct de changer de thérapeute aussi. Moi, souvent, les gens qui m'appellent, il y en a qui vont dire « Ah, ben, je vais réfléchir à ça. » Je leur dis « Ben, parfait, regardez, moi, ce que je vous suggère, c'est appeler plusieurs personnes, puis voyez comment vous vous sentez au téléphone. Ouais. Tu sais, si au téléphone, vous dites « Ah, OK, ouais, je me sens bien avec cette personne-là, le ton de sa voix, la façon dont elle me parle. » Tu sais, ça peut être toutes sortes de... Puis des fois, on se rend même pas compte c'est quoi exactement qui fait qu'on se sent bien ou pas bien. Ouais. Et ce que je dis, c'est écoutez-la, cette petite voix-là. Si vous dites « Ah, il y a quelque chose qui m'énerve. » Non, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Écoutez-vous, puis c'est pas important que vous sachiez pas à ce stade-ci pourquoi la personne... Tu sais, ça peut être plein d'affaires qu'on pourrait le décortiquer, mais au moment de l'appel, c'est pas important que vous le sachiez tout de suite. Là. Écoutez-vous, puis allez en thérapie, quitte même des fois à être sur la liste d'attente d'une personne que vous allez vous dire « OK, ben, elle ou lui, ça me tentait. » Ben, parfait. Tu sais, écoutez-vous, ça va être déjà... ça compte pour beaucoup dans la thérapie. Il faut pas être gêné aussi de vouloir aller en thérapie. À mon avis, là, il y a vraiment plein de gens qui sont comme « Ah, tu sais, il faut vraiment avoir des gros problèmes pour aller en thérapie. » Puis tu sais, pour vrai, là, les gros problèmes d'une personne peuvent être vraiment des petits problèmes pour une autre personne, puis vice-versa. Puis c'est important de travailler sur soi, puis de pas rester avec nos petits problèmes, justement, même s'ils sont tout petits, là. Ben oui, puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand les gens vont attendre beaucoup à en venir en thérapie, c'est qu'ils vont avoir vraiment moins de marge de manœuvre. Tu sais, si ma détresse, là, quand j'arrive en thérapie, elle est à 9,5 sur 10, j'ai pas beaucoup de liberté, là, pour mettre des choses en place. Je vais être dans un sentiment d'urgence, je vais voir que tout soit réglé pour hier, puis je vais dire, ah ben... Mais ça marche pas comme ça, tu sais. Donc, tu sais, il y a plein de gens qui arrivent vraiment en très grande détresse là, en thérapie, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Si vous êtes en très grande détresse, dites-vous pas... Faut quand même y aller, là, ouais, effectivement. C'est que si vous vous en rendez compte un peu avant, ben vous allez moins sentir que là, tout faut qu'il soit réglé pour hier, vous allez moins intensifier votre détresse. Fait idéalement, c'est d'y aller quand vous sentez qu'il y a encore quelque chose à faire. On a eu des questions du public que vous m'avez envoyées par Instagram. Et c'est très diversifié. Ces questions-là sont très diversifiées. Des fois, c'est peut-être un petit peu trop pointu. On va voir. Mais allons-y tout de suite. La première question qui est revenue vraiment souvent, c'est concernant les douleurs que les femmes peuvent éprouver pendant des relations sexuelles. C'est quoi les raisons? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette douleur-là? C'est pas drôle, là, mais moi, j'ai l'impression, je vais répondre, puis tu me diras si je suis dans le champ ou pas.
j'ai l'impression qu'il pourrait, avoir un problème physiologique, peut-être. Puis 2, peut-être que t'étais peut-être pas excité suffisamment avant d'aller dans ta relation sexuelle. Peut-être un manque de préliminaire ou, tu sais, tu te sentais pas là dans ta tête ou je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais... C'est ça. Effectivement, les douleurs sexuelles, ça peut être causé par plusieurs aspects. Et oui, ça peut être psychologique. Et non, ce n'est pas que psychologique, les douleurs sexuelles. Donc, dans ces situations-là, ça va vraiment être important de travailler en collaboration. Médecin ou gynécologue, sexologue, des fois aussi physiothérapeute en physiothérapie périnéale, parce que ça peut être après un accouchement, mais ça peut être aussi avant. Il faut avoir une évaluation médicale de la situation pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Faire un checklist de genre non, c'est pas ça, puis tu sais, après ça, ben, tu peux te concentrer sur... Puis c'est sûr que moins vous connaissez votre corps, ben là, plus ça va être utile et pertinent d'aller voir médecin, gynécologue, pour évaluer la situation, parce que, tu sais, ce que tu nommais tantôt sur, ben ça se peut-tu que je me sente pas assez excitée sexuellement puis que j'ai des douleurs? Moi, ce que j'observe parfois, c'est qu'il y a des femmes, elles ont juste jamais eu de relation sexuelle en étant excitées. Donc, pour elles, c'est leur norme. Ça va être le jour où est-ce que, là, elles vont dire « Oh mon Dieu, mais je viens de réaliser que toutes ces années, j'ai eu des relations sexuelles en n'étant pas excitée et que mes douleurs découlaient du fait que j'ai juste jamais été assez excitée. » Mais ça, c'est difficile de le savoir si t'as juste jamais été excitée dans la vie, puis que tu te dis, ben c'est de même, mon chum, ma blonde me caressait, il y avait une pénétration, puis... Tu sais, c'est parce qu'il faut savoir que quand on se sent excité sexuellement, il y a toute une différence entre le désir sexuel et l'excitation sexuelle. Le désir sexuel, ça va être cette espèce d'envie-là, d'élan que j'ai d'aller vers quelqu'un d'autre, ou même d'aller vers moi, avoir des fantasmes, des idées, des pensées. Donc, c'est vraiment l'élan que j'ai. L'excitation sexuelle, elle, ça va être vraiment la réponse du corps. Tu sais, le fait chez les personnes qui ont une vulve, mais tout le sang s'en va vers mes organes génitaux, il va y avoir une lubrification vaginale. Pour le pénis, ça va être toute l'utérus qui monte aussi, hein? Exactement. Puis ça, si le pénis accote dans le col d'utérus, c'est ça peut faire vraiment mal. Là. Oui, ça peut faire vraiment mal et ça peut être très excitant. Ça dépend des, des personnes. Dépend. Effectivement. Donc, l'excitation, bien, le vagin s'allonge, l'utérus se soulève. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, ce qu'on appelle l'utérus rétroversé. C'est que l'utérus, il est supposé être vers l'avant. Donc, quand il y a toute l'excitation sexuelle, il se lève puis il se tasse. On va dire ça de même. Okay. Mais pour les personnes qui ont leur utérus, il est un peu vers l'arrière, c'est que ce mouvement-là se fait mal. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'utérus se tasse pas vraiment comme il devrait. Et tous les mouvements de pénétration profonde, ben, le col de l'utérus va être stimulé. Pour beaucoup de femmes, ça va créer vraiment des grosses douleurs sexuelles. Là, ça va faire très mal. Mais il y a des femmes pour qui c'est de cette façon-là qu'elles vont jouir aussi. Je dis des femmes, là, mais des personnes avec un utérus. Donc, ça peut être une source de très grande excitation et ça peut être une source de très grande douleur. Donc, déjà, de savoir est-ce que j'ai un utérus rétroversé, et ça se peut là, que votre gynécologue vous ait dit ça sans vous expliquer ce que ça mangeait en hiver. Qu'est-ce que ça peut amener comme problème ou autre? Donc, de connaître l'état de comment est mon corps, ben déjà, ça va vous aider aussi de savoir comment vous vous excitez. Est-ce que vous vous masturbez? Est-ce que vous le savez pour vous-même ce qui vous excite et ce qui vous amène à atteindre l'orgasme? Si vous n'avez jamais atteint d'orgasme, ben, c'est encore plus... Tu sais, des fois, il y a des femmes qui vont dire, ben moi, je me masturbe, je sais comment, mais j'arrive pas à le reproduire avec mon partenaire. Mais déjà, au moins, on sait que, OK, ça peut marcher. Mais il y a des femmes ou des personnes qui ne savent juste pas comment arriver à l'orgasme, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui va faire monter cette tension-là. Donc, c'est tout ça qu'on va faire. Donc, et l'évaluation médicale, l'évaluation en sexo. Puis des fois, il y a des femmes qui vont aller en physiothérapie périnéale. C'est vraiment une spécialisation en physiothérapie. Par exemple, les femmes qui vont faire ce qu'on appelle du vaginisme. Donc ça, c'est le vagin est tellement contracté. Puis tu sais, il y en a là que c'est au stade où, tu sais, même un Q-tips, là, il n'y a rien qui rentre. Mon Dieu, c'est contracté rare. Puis tu sais, il y en a qui, ça c'est depuis toujours. Il y en a qui c'est arrivé en cours de vie, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être après une agression sexuelle, ça peut être après un accouchement douloureux, ça peut être dans une période de grand stress. Donc, il va y avoir aussi toute la conscientisation du corps. Tu sais, moi, je peux en faire une partie en bureau, mais là, tu sais, moi, c'est peut-être important de le dire, parce qu'on présume que tout le monde le sait, mais moi, les gens restent habillés dans mon bureau. Moi, je n'ai pas accès au corps. Mais
c'est important, c'est pas tu normal. travailles sur le mental. Si votre psychologue, votre sexologue vous parle d'avoir accès à votre corps, de vous dénuder, ce n'est pas normal. Montrez-moi, là, ouais, non, c'est pas un médecin. C'est pas normal, puis c'est même un abus de pouvoir qui est en train d'avoir lieu. Donc, ces situations-là, c'est balisé. Ça va être un médecin, physiothérapie périnéale, où on pourrait travailler en collaboration, là, de vraiment... puis il y a vraiment quelque chose de physique, là, d'insérer des objets dans son vagin, voir comment ça se passe, tout ça. Donc... Ah oui. Ben, il y a plusieurs raisons, c'est ça, comme pour ces douleurs-là. Oui, puis même le stress, là, tu sais, toute la région génitale, là, c'est plein de nerfs, hein. Fait que, tu sais, si vous êtes hyper stressé, ça se peut que ce soit à vif, que ça crée des douleurs. Donc, les douleurs peuvent être diverses, puis donc c'est pour ça qu'on fait une évaluation avant de savoir vers où on s'en va. Fait que, consultez. Ça demande une évaluation minimalement, après ça, vous verrez ce que vous voulez faire. Ouais. Il y a une autre question qui est revenue, qui a un peu un lien avec ça, c'est comment ça se fait qu'il y a des femmes pour qui c'est difficile d'atteindre l'orgasme, ou même voire impossible? Ben, pourquoi c'est difficile? Ça, c'est la question, ça dépend. Tu sais, tantôt, je disais que ça prend une évaluation sexuelle, c'est que, tu sais, il faut que j'essaye de voir avec la personne, ça s'inscrit comment? T'sais, est-ce que c'est je n'ai jamais eu d'orgasme? Est-ce que c'est je n'ai plus d'orgasme depuis ce moment-là? Est-ce que c'est je n'ai plus d'orgasme depuis que je suis avec ce partenaire-là ou cette partenaire-là? Tu sais, il faut voir, en fait. Donc là, il va y avoir aussi toute une évaluation de ben, qu'est-ce que c'est la conscience que j'ai de mon corps? Tu sais, est-ce que je le ressens? Puis, tu sais, des fois, ça va avoir l'air vraiment de base, là, mais je vais poser des fois des questions à mes clientes de, ben, qu'est-ce qui fait que vous allez aux toilettes dans votre journée? Est-ce que tu le ressens? Puis là, il y en a qui, ben, quand j'ai envie, OK. Puis, comme, ça prend combien de temps entre le moment où vous le ressentez puis le moment où vous y allez? Puis, tu sais, il y a des gens, là, des personnes qui se rendent compte que, mon Dieu, c'est tellement long, là, je me retiens tellement longtemps avant d'y aller pour toutes sortes de raisons. Donc, tu sais, des fois, la prise de conscience, c'est « Hey, mais mon corps, là, je m'arrange pour pas le ressentir. » Ah ouais. Tu bloques, tu essaies de te départir de ce sentiment-là, dans le fond, puis là, ça peut être pour tu toutes bloques sortes les de signaux raisons. toi-même, quasiment. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qui fait que aller aux toilettes, pour toi, c'est une perte de temps, puis il faut absolument pas que tu t'arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. T'sais, déjà, ça donne un indice sur qu'est-ce que c'est la relation avec mon corps. Donc, tu sais, si on parle après de ressentir du désir sexuel, qui est quelque chose là, qui peut être très fin dans le foisonnement, tu sais, c'est comme à 2 sur 10 au début, là, vous risquez de me dire non, jamais ça, moi, je le sens pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait tu sais, on va regarder qu'est-ce que c'est la relation avec le corps. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu des douleurs? Est-ce qu'il y a eu des agressions sexuelles aussi? Tu sais, si une personne qui a vécu des agressions sexuelles, ça a des impacts importants. Si ces agressions sexuelles-là, ça a été le premier contact sexuel dans la vie de la personne. Donc, moi, mon premier contact à la sexualité, ça a été une agression. On ne respectait pas mes frontières. On ne m'a pas demandé ce qui me convenait ou pas. C'est comme on m'a dépossédé de mon corps. Puis là, moi, je suis en train de dire, ben, comment vous repossédez votre corps? Donc, tu sais, il y a quelque chose là où c'est pas banal d'avoir en sexothérapie quand on a été victime d'agression sexuelle dans l'enfance. Puis, tu sais, on parle de quelque chose aussi en plus qui a été répété. Tu sais, d'essayer de voir, ben, j'étais qui, moi, avant l'agression sexuelle? Comment je peux me réapproprier mon corps? Puis là, on tombe dans un autre aspect où, tantôt, je parlais de la réponse du corps, mais tu sais, la réponse du corps, c'est pas nécessairement juste avec le désir. Tu sais, par exemple, si moi, je me mets à te chatouiller, je sais pas si c'est chatouilleuse, mais si je me mets à te chatouiller, ça se peut que tu ris, mais ça se peut que tu me dises « Arrête, j'aille ça ». Mais tu vas rire pareil. C'est la même chose avec le corps. Ça se peut que le corps il soit stimulé et qu'il atteigne un orgasme pendant une agression sexuelle. Et ça, il y a quelque chose de terrible chez les personnes parce qu'elles ont l'impression que... Être coupable. Ben, j'ai pas été victime d'agression sexuelle. Non, mon corps a réagi, je voulais... Tu dis, mon Dieu, Alors que c'est deux choses différentes. T'sais, rappelez-vous, quand on me chatouille, si on me chatouille puis j'ai pas le goût puis que je ris, mais ça veut pas dire que j'ai plus le goût parce que je ris. C'est parce qu'il y a comme... Mon corps, il réagit à quelque chose. Donc, tu sais, là, il y a plusieurs petites choses à décortiquer puis à accueillir. Puis les gens, souvent, quand ils prennent conscience de ça, c'est souffrant. Puis donc... il va une étape à la fois. On a eu aussi cette question-là d'avoir un passé, une agression sexuelle dans le passé, puis des troubles sexuels depuis. Puis on me demandait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça va être encore un ça dépend, j'imagine. Ben, ça dépend. Très. Ben, oui, ça dépend, mais ça va dépendre où vous en êtes dans votre processus. C'est parce que là, avec tout le mouvement, moi aussi, on parle de plus en plus des agressions sexuelles. On en a beaucoup parlé, donc il y a beaucoup de personnes qui réalisent « Mon Dieu, mais j'ai vécu des agressions sexuelles, puis je l'avais jamais vécu. » Ouais. Je m'en étais jamais rendu compte. Je l'avais pas codifié comme ça, parce que c'est tellement normal.
Donc déjà, d'en prendre conscience pour soi-même, tu sais, ça va être la première étape. Si moi, je conscientise même pas que j'ai vécu une agression sexuelle, je n'irai pas consulter pour ça. Donc c'est fréquent dans mon bureau qu'il y a des gens qui vont venir me voir pour des troubles sexuels, puis qu'on va voir qu'il y a eu un historique d'agression sexuelle, puis tout ça, puis on va faire des liens. Tu sais, si vous faites le lien que vous avez vécu une agression sexuelle, qu'il y a quelque chose de lourd dans votre vie, ben tu sais, oui, vous pouvez venir consulter, que ce soit au privé. Au privé, l'avantage, mon Dieu, c'est tellement pas un avantage, mais le filet social qu'il y a par rapport aux victimes d'agression sexuelle, c'est qu'il y a l'IVAC, qui est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, ils vont payer une partie des rencontres, en fait, en psychothérapie. Ah, c'est bien ça. Donc, il y a possibilité d'avoir accès à des services. Faut le savoir, hein, c'est ça. Puis sinon, il y a aussi les ressources en agression sexuelle. Donc, il y en a dans toutes les régions au Québec là, qui offrent des services. C'est soit gratuit ou ça. C'est quoi, c'est dans des CLSC ou c'est des organismes spéciaux pour ça? C'est plus avec les CALAX, donc les centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Il y en a qui n'ont pas l'appellation CALAX, mais il y en a vraiment dans toutes les régions. Là, donc, c'est possible d'avoir des services spécialisés si vous savez que vous voulez consulter pour ça. Mais c'est parce que, comme je disais, c'est que des fois, on ne sait pas, on ne fait pas le lien. On a eu aussi une question, une fille qui m'a écrit parce que son chum avait des troubles érectiles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, un trouble érectile? OK. Donc, il y a la question, mais il y a la sous-question à la question aussi de, moi, je suis la blonde de quelqu'un qui a un problème sexuel, puis, tu sais, ça arrive, moi, il y a je veux l'aider. J'aimerais aider cette personne-là. Oui. Moi, ce que je vais répondre aux gens qui m'appellent, c'est comment vous vivez cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à ce trouble érectile-là? Je vais être honnête avec vous, la thérapie, c'est difficile. C'est pas un moment où ça va être toujours super agréable. Ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose où... À long terme, ça fait du bien. Puis même des fois, à court terme, le fait d'avoir comme sorti quelque chose, ça peut faire du bien, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Tu sais, je m'en vais pas prendre un petit café avec mon thérapeute. Donc, il y a quelque chose là où c'est pas nécessairement évident, qu'il y a une souffrance. Puis tu sais ça, on est habitué là, d'accueillir des gens qui sont souffrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre chum ou votre blonde souffre, puis qu'elle n'est pas ou il n'est pas prêt à aller chercher de l'aide, bien, si l'appel téléphonique est difficile, venir en thérapie, ça va être difficile. De parler de sa sexualité. Donc, moi, je prends pas, puis c'est le cas de beaucoup de mes collègues, moi, je prendrai pas des références de gens qui disent « moi, j'appelle pour telle personne ». Je dis, si vous vivez des difficultés, on peut regarder ça ensemble. Comment vous, comme pour partenaire, ça. Vous vivez ça, il n'y a pas de problème, on va le faire ensemble parce que des fois, pas qu'on subit, mais on vit les conséquences indirectes. Puis ça peut me questionner, là. Moi, mon chum n'a plus d'érection. Je suis pas attirante. Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Il y a un problème avec mon corps? Je devrais se changer. En tout cas, il peut sortir toutes sortes d'affaires. Donc oui, vous pouvez être en support, en soutien à votre chum, à votre blonde. Ça peut être de choisir aussi de venir en thérapie conjugale en couple, parce qu'il y a aussi cette souffrance-là qui peut être partagée aussi au sein du couple. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à faire, mais encore là, ça prend vraiment une évaluation. Tu sais, je peux pas faire une évaluation avant d'avoir rencontré la personne, parce que je risque de vous envoyer sur des fausses pistes. Là, ça peut être toutes sortes de choses, parce que les problèmes érectiles aussi, là, ça peut être ce qu'on va appeler des causes psychogènes. Là, donc, c'est pas une maladie, là, c'est que les causes, c'est l'anxiété de la situation, le stress, ça peut être bien des affaires, mais ça peut être aussi pathophysiologique, là, qu'il y a un problème avec mon fonctionnement. J'ai une hernie discale, ça vient interférer dans la réponse sexuelle, je suis plus capable d'avoir une érection. J'ai une maladie chronique, ça peut être beaucoup de choses. Là, l'érection, là, ça prend 25% du système vasculaire dans le corps est sollicité pour l'érection. Les gens ont l'impression que c'est facile, mais c'est quasiment un miracle que ça marche, cette affaire-là. Que ça marche pas, c'est comme, OK, on va regarder comment ça marche, là, mais on s'inquiétera pas tout de suite, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les solutions. Justement, tu parlais de la relation avec son corps qui peut être chamboulé par un événement extérieur, là, comme par exemple la perte d'une érection de ton chum. Il y a une fille qui m'a écrit comme quoi elle était peut-être intéressée à se refaire le nez. Puis son chum, il comprenait pas pourquoi elle avait cette envie-là, parce qu'il disait « Voyons, t'es intelligente, pourtant, il me semble que t'es genre féministe. » Puis tu sais, il comprenait pas que... En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça n'a pas de lien ensemble, tout ça, mais... Mais toi, c'est-tu quelque chose que tu as vécu, tu sais, mettons, t'en as parlé sur les réseaux sociaux, t'as eu une intervention... Honnêtement, j'ai été assez chanceuse. Je pense que j'amène mes sujets d'une façon vraiment neutre. Mais Fred, il y a eu plusieurs questionnements du genre...
ah, mais là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis, tu sais, Fred, c'était pas de ses affaires, là, c'était pas sa décision, c'était pas son corps. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un courant féministe qui est comme full contre tout ça, modification corporelle, maquillage, tu sais, tous ces trucs-là qui sont vraiment comme, je sais pas comment, peut-être pas féminin, mais associé traditionnellement, c'est ça, à la féminité. Ouais. Comme si, je sais pas, comme si ça t'enlevait le droit d'être féministe, de vouloir te mettre un eyeliner ou genre, ça n'a pas de lien. Ben, ça n'a pas de lien, c'est que ça n'a pas eu de lien pour toi, mais c'est là où ça devient super délicat parce que des fois, le même résultat, ça va être le fruit d'un processus complètement différent. C'est le processus, en fait, l'important là-dedans. C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est ce que je vais regarder aussi en thérapie avec la personne, tu sais, qui va dire, ben, tu sais, moi, j'ai envie de me refaire le nez, j'ai envie de me refaire les seins. Tu sais, c'est pas tellement l'envie. Ben oui, on va la regarder, l'envie, mais tu sais, c'est comme ça vient d'où, ça répond à quoi. Puis, tu sais, moi, j'avais vu la vidéo que tu avais faite, puis, tu sais, on voyait vraiment qu'il y avait eu tout un processus, que c'était pas je veux me faire poser des seins demain matin. Tu sais, il y avait quelque chose où il y avait une démarche. J'ai réfléchi, Puis, tu sais, c'était pas en lien avec, tu sais, quelque chose de complètement genre, je me sens pas belle ou je veux des énormes totons. Puis, c'est là, c'est que ça devient très. Parce que là, on n'est plus dans le noir. Tu sais, c'est plus confortable. Vraiment personnel aussi, hein. C'est ça, je pensais à ça parce que j'écoutais Barmaids. Puis la deuxième saison, il y en a une qui se fait... Marilyn, c'est ça, qui se fait faire... Elle voulait des énormes seins, là. Elle voulait des plombs, là, genre. Ouais, elle disait, elle veut des gros tontons. Mais tu sais, c'est juste son goût. C'était juste son goût. J'ai l'impression, en tout cas, que c'était juste son goût personnel parce qu'elle avait déjà une bonne paire, là, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, c'est genre... C'est beaucoup trop, là. Ça, pour moi, c'est un petit peu extrême, mais... Je veux dire, si elle est bien là-dedans, c'est ça l'important. Puis là, tu sais, comme je me prendrais pas position non, par rapport à cette personne-là que je connais pas. Tu sais, j'ai vu l'émission, j'ai vu la série. Moi, dans mon travail, ce que je vais faire, si jamais j'ai quelqu'un qui vient et qui a tous ces questionnements-là, je vais essayer de voir ça répond à quoi. À quoi ça répond, ce désir-là de modifier son corps? T'as l'impression que tu vas aller chercher quoi par cette modification-là? Mon but, c'est que la personne prenne une décision qui va être éclairée. Puis pour prendre une décision éclairée, bien, il faut avoir toute l'information. Souvent, le risque, ça va être quand la personne va avoir une vision idéalisée de ce que c'est la chirurgie. Tu sais, bien, moi, je vais me faire changer le nez, puis... je veux ressembler à telle vedette, mettons. Oui, puis, mais c'est mineur, cette affaire-là. C'est comme, hop, là, on va revenir. Une chirurgie, c'est une chirurgie. Il y a plusieurs risques, il y a des risques de complications, il y a des gens qui meurent là, pendant... Ça reste une chirurgie. Donc, moi, mon travail à moi, ça va être de voir comment la personne est éclairée, éclairer au niveau des faits, c'est-à-dire qu'est-ce que tu connais de ça? Est-ce que tu as vraiment un portrait qui est réaliste? Oui, c'est vraiment important de faire des recherches là-dessus, de voir toutes les pour puis toutes les contre, là, puis surtout les contre. Là, parce qu'il faut que tu sois prêt à peut-être que ça t'arrive. Oui, tu sais, de voir comment je vais vivre avec les conséquences. Quand on parle d'une modification corporelle, tu sais, c'est pas anodin. Hein. J'en ai un exemple, par exemple, par rapport à un moyen contraceptif. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, je me demande si je prends la pilule, ou je me demande si je prends un stérilet, ou je me demande si j'ai une ligature des trompes. Bien là, on parle qu'on n'est pas dans le même niveau d'intrusion. Tu sais, la pilule, je suis pas en train de dire que la pilule n'a pas de d'effet, puis peut pas avoir d'effet secondaire, mais tu sais, si jamais il arrive quoi que ce soit, je peux l'enlever. C'est déjà plus compliqué si c'est un stérilet. Il y a déjà quelque chose de plus intrusif. Qui va être dans le corps, puis la ligation des trompes aussi. Donc, tu sais, c'est pas une décision qu'il faut prendre de façon insouciante, de je vais l'essayer, puis je verrai. C'est comme, d'accord, mais encore. T'sais, on va essayer d'extrapoler, puis de voir, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être insouciante ou insouciant? Qu'est-ce qui fait que tu veux pas l'avoir, l'envers de la médaille? Puis, ça va être important que tu le prennes en considération, peut-être. Puis le but, c'est pas de faire changer d'idée, mais de dire, au moins tu vas connaître, tu vas avoir un portrait global, puis tu vas voir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération, beaucoup plus que qu'est-ce que c'est ce désir de chirurgie-là, de voir ça répond à quoi. Tu sais, il y a des gens même, il y en a qui vont dire, si jamais la personne n'est pas bien avec elle-même, mais il y a aussi des artistes qui vont avoir des chirurgies esthétiques parce que ça va être dans un processus artistique de tel truc. Donc, le processus, là, le chemin que vous allez emprunter pour prendre une décision est beaucoup plus significatif que la décision elle-même. C'est ça qu'on va regarder en thérapie.
Puis c'est que c'est pas... Quand on regarde le processus, c'est que souvent, on ne tombe pas dans le c'est noir ou c'est blanc. On est dans le gris. C'est plus confortable, le noir ou le blanc. Tu sais, on le sait. Tu sais, là, où la ligne? Quand est-ce que je trace la ligne? Quand est-ce que c'est d'un bord ou de l'autre? Tu sais, quand on est dans des interventions chirurgicales, par rapport à l'aspect esthétique des femmes, il y a tout un pan du courant féministe. Puis là, tu sais, je veux juste nommer que je suis pas nécessairement une spécialiste là, de toutes les ramifications du mouvement féministe. Ouais. Donc, pardonnez-moi si je fais des erreurs à ce sujet-là. Mais, tu sais, il y en a qui vont dire, ben ça n'a pas de bon sens parce que les femmes sont définies uniquement par leur aspect esthétique, puis on veut sortir de ça, puis on n'est pas juste un corps, on est autre chose qu'un corps. Puis il y en a qui vont dire, ben, tu sais, on peut être les deux. J'ai aussi un corps. Moi, je suis plus dans ce je veux me réapproprier mon corps. Puis, tu sais, ça touche même à tout le pour contre, la prostitution, le travail du sexe. Tu sais, c'est deux sujets très chauds dans le mouvement féministe, le travail du sexe et la chirurgie esthétique, parce qu'il y a toute cette relation-là au corps. Est-ce que même si le patriarcat a fait en sorte que les femmes ont été dépossédées un peu de leur corps, puis contraintes à leur ordre de corps, est-ce qu'elles peuvent décider de se réapproprier ce corps-là de la façon dont elles veulent? Puis là, il y en a qui vont dire, ben, est-ce que c'est une décision éclairée? Parce que c'est tellement ancré, puis la société nous met tellement dans cette petite boîte-là que non, c'est pas une décision éclairée. Fait que là, on peut flyer bien loin. Tu sais, pour moi, le féminisme, j'ai vraiment l'impression que c'est plus... Est-ce que c'est plus une question de libre choix, en fait? Tu sais, on peut-tu juste choisir... Tu sais, chaque personne peut-tu faire ce qui ça lui tente, si je veux me maquiller, si je veux me laisser pousser les poils sous les aisselles... Tu sais, peu importe ce que tu choisis de faire, ben si tu le choisis pour toi puis que t'es bien dans ta décision, pour moi, c'est ça le vrai féminisme, de se sentir bien dans nos choix puis de pouvoir faire le choix qu'on veut, autant que les hommes peuvent faire les choix qu'ils veulent aussi, tu sais. Tu sais, le féminisme existe pourtant, il y a des féministes, il y a des sous-branches, puis tu sais, c'est là où moi, ça devient moins mon champ d'expertise. Moi, ce que je vais faire, c'est plus si vous êtes féministe puis que vous avez l'impression que ça vous déchire puis que vous dites, ben, tu sais, moi, ça va arriver, là, des femmes qui vont être féministes qui vont dire, ben, moi, j'aime ça, me soumettre, ça m'excite, tu sais, je peux-tu être une femme féministe et avoir des fantasmes de soumission, de sadomasochisme ou de peu importe. Puis des fois, là, il y a des femmes, des personnes qui vont s'identifier femmes, qui vont être vraiment là, en conflit à l'intérieur d'elles-mêmes, de je peux-tu être tout ça, tu sais, je peux-tu être féministe qui est militante, puis avoir une sexualité très crue, puis très dans les stéréotypes genrés. Mais tu sais, la réponse, c'est oui. Oui, c'est ça. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Tu peux être tout ce qui te tente. Tu sais, quand on arrive on devient excité sexuellement, il y a quelque chose qui change dans notre perception du monde. Tu sais, si vous avez déjà été excité puis presque atteint l'orgasme ou atteint l'orgasme, tu sais, il y a un état là que peut-être que 20 minutes avant, là, quand tu étais en train de faire ton travail universitaire, tu n'étais pas pantoute dans ce mode-là puis tu n'aurais pas pensé que tu aurais eu ces envies-là, mais ça fait partie de l'excitation. Il y en a qui vont appeler ça l'état altéré de la conscience. C'est que, ben non, peut-être tu n'as pas le goût de te faire donner des tapes sur les fesses au quotidien, mais à ce moment-là précis, oui, puis c'est vraiment excitant. Mais il y a quelque chose de normal qui fait partie de l'excitation sexuelle. Puis peut-être que de le savoir, ça va vous aider à faire un peu la paix avec. Ça veut pas dire qu'à ce moment-là que tu avais envie, que tu vas avoir le goût à ton travail quand c'est ton boss qui va le faire. C'est pas parce que j'ai envie dans ce contexte précis-là que ça veut dire que j'ai envie tout le temps. Puis c'est correct d'expérimenter des choses qui vont être différentes quand on est excité. Ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou une mauvaise féministe. Là, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment quelque chose de différent. Puis même que le moment de l'orgasme, il y a vraiment juste des termes en anglais, là, il y a un shutdown du cerveau. Là, il y a comme moins d'une seconde où le cerveau... Il fait genre, je suis plus là, laisse-toi aller. Tout ce qui contrôle, c'est le battement du cœur, le fait qu'on reste en vie. Là, mais parce qu'il y en a qui sont pas capables d'atteindre l'orgasme parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent le contrôle. Mais c'est pas juste une impression, ça arrive pour vrai. Pendant moins d'une seconde, il y a une perte de contrôle. Fait que tu sais, des fois, tu vas dire, ah, OK, mais je suis pas folle, je suis pas fou. Vraiment, je perds le contrôle. Ben oui, puis tu sais, si c'est quelque chose qui vous fait peur dans la vie, ça se peut que l'orgasme soit pas capable de l'atteindre parce que vous dites, hey, mon Dieu, je peux pas me rendre, j'ai l'impression que je vais exploser si je perds le contrôle. Fait que, des fois, d'avoir ces informations-là, ça aide. C'est quand tu as amené le point là, de vouloir quelque chose dans un certain contexte puis dans un autre ne pas le vouloir, ça m'a fait penser juste au consentement en général.
le consentement sexuel. Puis j'avais vu une petite BD qui était vraiment bonne, puis que ça disait, mettons, le consentement, c'est comme, mettons, se faire offrir du thé. Tu sais, tu peux dire oui, puis en avoir envie après. T'as pas envie de thé pendant que tu dors, t'as pas, tu sais, je trouvais ça tellement bon, cette petite BD-là. J'ai aussi reçu énormément de questions différentes, puis vu que c'est des réponses à très long développement, on pourra pas y répondre à toutes dans cette vidéo-là. Mais si jamais vous voulez une partie 2, qu'on réponde aux questions qu'on n'a pas répondues aujourd'hui, écrivez-les dans les commentaires. Puis si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise. Puis ben merci Sophie d'avoir été sur ma chaîne. J'espère que ça aura répondu à des questions, que ça leur a un peu démystifié certaines choses par rapport à mon travail et à la sexualité en général. En tout cas, moi j'ai eu bien du plaisir. Ben, c'était partagé. À bientôt! Bye bye. Tu dis-tu bye bye toi, maman? Bye!